bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Alors chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de La Bière Patrie déguste. Ça me fait plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui et je suis accompagné à nouveau par mon cher Zitolo. Bonjour Karetch. Ça va bien? Ça va bien et toi? Bah ça va. J'ai toujours quand même la petite hésitation sur le lot. Hein. C'est pas que j'ai une hésitation, mais sinon tu peux juste dire Laurent aussi. Ça, Laurent, c'est bien, mais comme ça on te retrouve plus facilement sur les réseaux sociaux hein, avec oui, après on peut faire un petit coup de pub juste derrière. Ça va, d'accord, ok. Alors les personnes qui ont cliqué sur le podcast l'ont probablement déjà vu, sauf si ça s'est lancé tout seul. Mais aujourd'hui, on va parler de bières bien connues chez nous et pas que. Hein, on est aussi connus nous les Belges pour ça. Alors il y en a d'autres dans le monde. On va en parler en long et en large dans cet épisode. Mais aujourd'hui, on va parler avec Laurent de bière trappiste. Alors déjà, quand on dit trappiste, ça t'évoque quoi dans l'épisode précédent, je t'avais demandé pour voir ce que tu t'attendais à avoir dans ton verre. Ici, quand on dit trappiste, tu penses à quoi ? Bah écoute, moi, ce qui m'évoque les bières trappistes, c'est des bières forcément plus hautes en alcool, ouais. Chaleureuses, réconfortantes à boire le soir au coin du feu quand on n'a plus rien à faire d'autre. Mais certainement pas l'été. Oui, parce que là, du coup, dans l'épisode précédent, on parlait de bières faites pour aller travailler dans les champs, pouvoir toujours avoir les idées claires. C'est sûr que si on s'enfile 2-3 trappistes, on a moins les idées claires. Bah, on a aussi moins les jambes pour. Ça tombe dans les talons. Après cette petite explication pas spécialement nécessaire, on va peut-être se lancer directement sur le sujet. Est-ce que tu voudrais éventuellement nous parler un petit peu de l'origine des bières trappistes ? Bah oui, on peut parler évidemment brièvement des origines des trappistes. Donc, faut savoir que en vrai, les trappistes pas forcément la bière, mais les ordres trappistes oui. Sont originaires de France. Oui. Et donc c'est à cause de la Révolution française qu'ils ont dû s'exiler de France et aller vers d'autres régions, comme par exemple pour l'abbaye de Westmalle, par exemple. Oui. Et donc au niveau de l'origine, c'est au XVIIe siècle l'abbé de Rancé qui a durci un peu les règles dans les bières trappistes, dans les abbayes trappistes, pardon, et qui a déterminé que en fait dans les abbayes trappistes ils devaient vivre uniquement que de ce qu'ils produisaient eux-mêmes, donc en autosuffisance. Et donc comme j'expliquais, à la Révolution française, beaucoup en ont profité en même temps pour s'exiler et en même temps retrouver des règles un peu plus cool, un peu moins strictes. Et ils sont venus chez nous. Et il y en a qui, en voulant partir au Québec, se sont retrouvés à Anvers et finalement sont restés à Westmalle, ouais. Dans la région d'Anvers. Ce qui nous arrange, parce que ce que ça a donné après. Tout à fait, parce que ça a permis un peu de partage sur le savoir-faire, notamment. Et grâce à ça, une brasserie est née en 1794. Oui. Je ne sais pas, au niveau des origines, tu veux rajouter des choses par rapport à ça on peut parler en tout cas de la Westmalle, mais je propose qu'on la prenne. Je n'osais pas le demander. Je voulais pas t'interrompre dans l'histoire, mais moi, honnêtement, ça m'arrange. Allez, faisons ça. Oui. Donc on va s'ouvrir aujourd'hui une Westmalle. La plus traditionnelle, on va dire, des trappistes. Ouais. La Westmalle triple. Et alors peut-être qu'on va le reciter plus tard dans le podcast, mais celle qu'on appelle la mère des triples, parce que on considère que c'est la première triple qui nous est arrivée, donc voilà, Westmalle triple. C'est effectivement la première triple qui est arrivée, mais pas la première trappiste, puisque oui. Chimay a commercialisé avant.
Est-ce que je peux me permettre de servir? Oui. Hein. Allez. Je te laisse faire le service aujourd'hui. Ouais. Alors là. Tout juste au guste. Ah non, perdu. c'est raté. Ouais, pour vous expliquer, je l'ai servi un peu à la Warrior et elle a goûté. Comme ça, on en met partout. Laurent le montre à la caméra. J'ai fait. Là, il y aura de la mousse. J'ai glissé, chef. C'est ça. Alors, je vais essayer de rester gentil, s'il te plaît. Merci, Catch. Hop, et voilà. Alors, hop, un petit coup. Donc, au niveau historique, au niveau de l'abbaye du Westmalle, les premières ventes de bière se feront en tonneau, puisque à l'époque, pas encore de fermentation en bouteille. Et c'est en 1856 que se feront les premières ventes en tonneau. Si je ne m'abuse, les villageois venaient avec leur cruche. Avec leur cruche ou avec des petits tonneaux de 5 litres, C'est ça, ils faisaient remplir ça. Ouais. Début des années 1900, avec l'industrialisation, il y a eu la fabrication des bouteilles en masse, et donc ça a permis au niveau de technologie en même temps de commencer à faire la refermentation en bouteille. Alors, savais-tu que la Westmalle Trip n'est pas la première bière de chez Westmalle? Non, oui, je sais. Et du coup, je tente ma chance. C'était normalement l'extra. C'était normalement l'extra, c'est ça. T'as vu, j'ai révisé, j'ai révisé mes cours. Donc ça, c'était ce qui est servi d'origine dans les tonneaux. Et puis ensuite, en 1924, ils ont créé d'abord la double. Oui. Et par rapport au commerce, à ce qui se faisait à cette époque-là, on vendait plus de blondes que de brunes. Donc il y avait un souci puisque la double était une brune. Oui. Et donc ils se sont dit, pour contrer un peu ce qui se faisait avec l'arrivée des pils, des saisons et ce genre de choses, eh bien on va créer nous aussi une blonde. On va la faire un peu plus forte. Oui. De là est née cette bière triple. Oui. En 34 1934, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, j'avais... je montrerai tantôt à la caméra, où je peux même le montrer maintenant tout de suite. J'avais un livre sur les trappistes, écrit par Jeff Van Den Steen. Je suppose quelqu'un qui a des origines néerlandaises. Édition Racine. Alors c'est un livre qui date un peu, parce que c'est 2015. Donc forcément, si vous voulez vous le procurer et si vous voulez lire, forcément vous verrez apparaître des choses qui ne sont plus spécialement d'actualité. On en parlera plus tard. Il y a certaines bières trappistes qui ont disparu. Il y a eu certains changements, d'autres qui sont apparus et d'autres qui ont disparu. C'est ça, on en parlera tout à l'heure. Donc je vais quand même le montrer à la caméra. Je suis un peu loin, mais enfin voilà, je mettrai peut-être une photo sur les réseaux sociaux. Ou alors sur la vidéo, on incrustera peut-être la photo du livre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bière? Si on peut déjà, on peut la. Oui, allons-y. On continuera après. On intercale un petit peu comme ça. Là. Ouais. Alors la mousse, magnifique. Onctueuse. À manger à la cuillère. C'est ça. Alors j'ai servi comme un barbare, mais du coup on a la petite colorette là qui reste bien au milieu de la mousse. Dentelle. Ouais. Mousse bien blanche, comme tu l'as dit, bien dense. La couleur, belle couleur. Belle couleur dorée. C'est ça, ouais. L'effervescence qui a l'air bien active aussi. Oui. Elle a l'air bien vive. Oui. Alors elle est bien fraîche, mais elle est quand même légèrement trouble. Légèrement trop voilée. Ouais. Cette mousse me donne envie. Elle a l'air vraiment crémeuse. Mettons le nez dedans. Allez, on va mettre le nez.
Alors, pour moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais déjà, on a ce nez de levure assez typique, je trouve, qui tire un peu sur la banane. Je ne sais pas si tu retrouves ça, toi, Tout à fait. dans cette bière. C'est vraiment typique de cette levure. C'est super agréable. Une bière, si vous voulez ressortir celle-là déjà, mais la trappe, donc c'est une trappiste aussi, la trappe quadruple. Je trouve que le nez de banane est ultra intense dans cette bière-là. Donc si vous voulez vraiment sortir ce nez de banane, n'hésitez pas aussi. Trappe quadruple. Et si vous voulez faire une bière avec ce genre de nez, vous pouvez utiliser la levure T58. C'est vraiment typique de cette levure Ok. pour faire des bières un peu banane, un peu girofle. Oui. Donc moi ici, vraiment ce premier nez, typique levure, quoi. Ouais. Bah pour moi c'est ça qui ressort le plus. Tout à fait. Ouais. Bon. Il y a quand même un petit peu de girofle Oui. léger. Alors je ne sais pas, je l'ai déjà dit dans le podcast, je crois, je suis pas trop fan du clou de girofle en règle générale, surtout de goût. Donc peut-être que j'essaye de faire abstraction de ça. J'essaye peut-être de. C'est très discret. C'est pas, on n'a pas mis des clous de girofle dedans. C'est vraiment la levure qui va développer les phénols. Ouais. Le girofle. Alors cette mousse est toujours présente et elle me donne envie de boire un coup. Donc Santé. santé à vous. Alors, première chose, malgré qu'elle soit bien fraîche, la bière, on sent qu'elle réchauffe les cœurs. Hein. Oh. On est monté de cran. Hein. Du 9,5, cette bière est à 9% et demi. Voilà, on sent que l'alcool est présent et il n'y a rien à faire. Ce qu'on sent, on le goûte aussi, je trouve, moi. Tout à fait. Donc on a ce côté épicé et ce côté fruité banane qu'on retrouve également au goût, donc super agréable. Alors certains parleraient de levure typiquement belge. Là, en l'occurrence, on peut pas faire autrement. Donc très 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 chouette. Tout à l'heure, je pense m'être un peu égaré en présentant le livre. Je pense que tu as parlé de la triple ici créée en 1934. J'avais lu dans ce livre-là qu'elle a été modifiée jusqu'en 1956 par le frère Thomas. Alors perso je le connais pas, mais c'est ce qui est noté dans le livre. Et il a terminé par une touche houblonnée. Donc apparemment en 56 ils ont rajouté. On sent bien en fin de bouche une petite amertume qui revient. Oui, c'est ça. Mais alors vraiment chaleur au départ pour moi et l'amertume qui reste parce que même toujours maintenant moi je l'ai toujours un petit peu en bouche. L'amertume c'est agréable. Mais oui, en vrai ce houblonnage permet en même temps de se rapprocher des bières rafraîchissantes tout en étant sur une bière forte. Ça vraiment, l'amertume va vraiment apporter ce côté rafraîchissant à cette bière qui probablement devait être un peu lourde au préalable. Ouais. Et donc ça va vraiment donner quelque chose de plus agréable, de plus frais en bouche, de plus agréable. Et ça pouvait facilement concurrencer les bières rafraîchissantes de l'époque. Oui. Je vois qu'on est, on n'a pas du tout le même support pour vous présenter ces podcasts, mais je vois un petit peu l'écran de Laurent ici. On a plus ou moins les mêmes infos sur sur nos deux écrans. Donc on a la présentation de la bière. Je ne sais pas si tu veux parler de l'amertume. Tu l'as reprise ici. Ah non, moi j'ai pas repris l'IBU. Tu n'as pas l'IBU. Moi ici il l'annonce à 38. Voilà, je pense que c'est plus ou moins ce qu'on ressent. On n'est pas dans de l'amertume intense, mais elle est présente. Elle est présente. Après que la rondeur de la bière soit passée, elle vient bien s'exprimer.
Pour la couleur, il parle de 11 BC. Voilà, on a parlé d'un beau jaune doré. Voilà, et l'alcool, ben voilà, on l'a dit tout à l'heure, 9,5 degrés. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à la présentation de la bière en tant que telle. Bah, ici, dans ma présentation, j'avais repéré aussi un côté un peu vanillé en bouche. En bouche. Oui. Moi, je dois bien avouer que je viens de remettre le nez dedans. La banane s'exprime de plus en plus. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle se réchauffe un petit peu, mais... Petit côté vanillé, fruité. Ouais. Il y avait un bout de temps que j'avais pu déguster la Westmalle Triple. Elle est quand même bien agréable à boire. Bon, après, je suis bon client, hein, donc... Tu m'étonnes. Alors, j'avais relevé également une information dans le livre dont je vous ai parlé. De nouveau, il faut considérer que ça reste du 2015. Dans le livre, il disait que ça ne faisait que augmenter. Donc, je suppose que c'est toujours la même montée, on va dire. Mais est-ce que tu savais que en 2015, 70% de la production de l'abbaye de Westmalle était représentée par la triple? C'est énorme. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, qui ne vendait pas la double, enfin qui vendait plus la triple que la double. En tout cas, on remarque chez nous au magasin que clairement, pour un bac de double, je vends peut-être 10 bacs de triple. Donc, Ah oui, oui. Voilà. Et est-ce que tu vois une différence entre les saisons? Je parle pas de la bière, je parle bien été, été, automne, hiver, printemps. Alors, j'ai envie de dire que certains clients, peu importe la saison, vont aller venir te chercher la Westmalle Triple, ouais. Parce que c'est leur bière référence. Maintenant, oui, pour les événements, on voit clairement que les trappistes se travaillent plus à la fin de l'été, début de l'automne, jusque on va dire début du printemps, quoi. Mais je veux dire, même typiquement juste à comparer triple et double, est-ce que la double, par exemple, part mieux sur les mois d'hiver où on a toujours... Non, je vois pas vraiment de réelle différence. Je pense que Westmalle, c'est vraiment des bières références. Donc c'est des bières que les gens achètent par habitude. C'est ça. C'est leur bière qu'ils consomment, on va dire, je vais pas dire tous les jours parce que je veux pas préjuger d'eux, mais je veux dire, voilà, c'est leur bière et ils l'achètent pour ça. Oui. Maintenant, la différence se fait surtout au niveau de l'événementiel, je pense. Et clairement, on fait plus d'événements avec des trappistes dans la période plus fraîche que quand il fait 30 degrés dehors. Oui, ça enfin, ou alors il faut vouloir se faire mal, mais voilà. On l'a évoqué tout à l'heure, mais là on peut faire le lien. Donc Westmalle, trois bières différentes, la double, la triple et la extra, qui est la plus légère et qui est une blonde aussi, qui était leur bière d'origine. C'est ça. Et qui est à un peu moins de 5... 4,9 je pense, 4,8, 4,9. Bah, j'avais 4,8 en tête, mais c'est peut-être 9, je vais pas faire le malin. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur les bières trappistes? Bah écoute, il y a toute une histoire de protection, puisque historiquement parlant, les bières trappistes ne sont protégées que depuis 1962. D'accord. Avant cela, n'importe qui pouvait prétendre faire une bière trappiste de manière, je veux dire, commerciale, quoi. Oui. Et donc, comme les abbayes ont eu à un moment donné ras sur la patate, qu'on utilise à tort leur nom, il y a eu un arrêté donc qui a été décidé en 1962 par le tribunal de Gand et qui va protéger l'association trappiste internationale. Oui. Avec ne pas confondre avec le logo de protection des produits trappistes. C'est ça. Puisque certaines, on va l'expliquer après, mais certaines brasseries font partie de l'association des trappistes, mais leur bière n'a pas pour autant le logo. C'est bien ça, oui.
Est-ce qu'on en parle maintenant du logo et Oui, on peut, hein, tout en sirotant notre petite Westmalle. Exactement. Donc pour pouvoir prétendre à ce fameux logo, il y a 3 conditions. La première, que la bière soit brassée au cèdre de l'abbaye. Ça, c'est obligatoire. Il faut que ce soit dans les murs de l'abbaye, ou en tout cas dans une annexe qui soit raccrochée à l'abbaye. Oui. Il y a le fait que les bénéfices doivent servir ou à la communauté ou à des... Faites la bienfaisance, en fait. Donc ça doit être reversé à l'usage des moines, je veux dire, pour l'entretien de l'abbaye et de tout ce qui est nécessaire pour la vie de l'abbaye. Et une fois que tout ça a été déduit, tous les bénéfices doivent être reversés à des œuvres qui sont en relation avec l'abbaye. Oui. Et tu veux dire le troisième ? Et le troisième, ça doit être brassé et commercialisé sous le contrôle des moines. C'est bien ça. Donc c'est-à-dire que c'est pas forcément le moine qui doit brasser lui-même, mais en tout cas ça doit être sous le contrôle direct. Oui. Ce qui fait que récemment l'abbaye de Hackle a perdu son logo trappiste, puisqu'il n'y a plus aucun moine qui est présent dans l'abbaye. Et ils sont d'ailleurs, si je me rappelle bien, il en restait 2, si je ne me trompe pas, et ils sont retournés à Westmalle. Alors, il y en avait plus. Il y en a 2 de chez Westmalle qui sont allés le temps d'eux. Ok. Et puis finalement, ils y sont retournés. Ouais. Et donc, ici, on reste quand même avec 2 bières trappistes. Ça ne fait pas moins. Elles sont toujours dans l'association trappiste internationale, mais elles n'ont plus ce logo authentique produit trappiste. D'accord. Alors là, je dérive un petit peu, mais enfin, autant le signaler. Pour ceux qui ne le savent pas, ce fameux logo-là n'est pas seulement destiné à la bière. Je pense qu'il y a plein de produits. Dont le fromage, je pense. Je me demande s'il n'y en a pas qui font du miel. Le fromage, le pain, le miel, tout en fait ce qui peut être produit dans l'abbaye et qui est destiné à être revendu pour le bien de l'abbaye peut comporter ce logo. Je me demande même, alors là c'est de mémoire, et autant dire que ma mémoire est parfois défaillante, mais je me demande même s'il n'y en a pas qui font du savon ou des produits pour le corps. Je t'avoue que je m'intéresse principalement aux bières, à la limite au fromage et potentiellement peut-être le miel. Alors, pas que je ne m'intéresse pas au savon et je m'en sers pour me laver tous les jours, mais tu vas pas forcément chercher du trappiste. Voilà. je comprends bien. Enfin voilà, je voulais faire une petite parenthèse parce que il y a évidemment pas que la bière. Est-ce que tu as encore des choses à dire par rapport aux bières trappistes On peut éventuellement parler de toutes les bières trappistes qui existent. Ok, pas de souci, on peut aller vers là. Donc, je ne sais pas si tu veux les citer ou je le fais. On peut en dire. Allez, on fait un petit jeu. J'en dis une. Soyons fous. Je cache mon écran. D'accord. Et le premier qui est bloqué a perdu. D'accord, mais on peut pas regarder alors du coup. Ah non. Ah d'accord, oui. Bah écoute, je vais lancer Chimay. Bah écoute, Westmalle. Je vais lancer West Veteran. Orval. Je vais lancer. On a dit Chimay. C'est la première que t'as dit. T'exagères. J'oublie. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais dire la Tréfontane. L'abbaye de Rochefort. Oui. Alors tu sais que c'est un problème parce que je me rappelle plus les premières que j'ai dites. Attends. On a déjà dit toutes les Belges. Il y a l'autrichienne. Alors là par contre. Ouais. Egelseltz, j'arrive jamais à le dire correctement, mais ça doit être plus ou moins ça. Donc voilà. Et puis. Je te dis, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je ne sais plus ce qu'on a dit au début. Alors, il y a aussi la trappiste anglaise. Là. Ah oui, d'accord.
Alors celle-là, est-ce qu'on la réserve pour après ou on l'a dit maintenant? Bon, on peut dire son petit nom, en tout cas, c'est la Tint Meadow. La Tin Mido. Donc là, vous avez déjà un méchant avant-goût de la suite de l'épisode. Et tu sais quoi, je viens d'avoir un éclair comme ça. Je me rappelle des deux que je pourrais dire là maintenant tout de suite. Vas-y. Alors il y a déjà la trappe. Ouais. Et puis du coup, on va rester aux Pays-Bas, la Zundert. Mais t'en dis deux, tu triches. Ah bah oui, mais j'ai dit, je me rappelais. Je vais devoir utiliser mon joker Oui. et te donner des bières trappistes qui n'ont pas le logo. D'accord, allez, je t'écoute. Alors, il y a la Cardenia, qui est Oui. une trappiste espagnole. Oui. Et alors, il y a la Mondeca, Oui. qui est une bière trappiste française, mais brassée actuellement à Chimay. Oui. Et alors, on reparlera un tout petit peu de Cardenia après, dans les petites brèves là, mais en effet, t'as déjà eu l'occasion de la goûter, toi Alors oui, tout récemment, j'ai pu en rentrer au magasin et je les ai utilisés pour l'atelier sur les trappistes. Oui. Et on a goûté la double. D'accord, ok. Je n'ai pas encore goûté les deux autres. Et tu l'as trouvé comment? Ça va. Voilà. Ça- Après, moi, je suis moins brune de base. Mais voilà, c'était bien de la goûter et c'est bien fait. Maintenant, ça reste pas de base, les trappistes ne sont pas ce vers quoi je vais habituellement. Oui. Je suis un peu déçu d'ailleurs que Spencer n'en fasse plus partie et arrêter sa production. Tu t'appréciais la Spencer? Ouais, l'avantage de la Spencer, donc c'est l'anciennement trappiste américaine, c'est que justement il sortait un peu des codes des bières trappistes et il utilisait des styles un peu plus modernes, comme l'IPA, comme la Levi's. Voilà, c'était pour moi un peu plus intéressant Alors moi, je dois bien t'avouer et plus moderne. Oui, je dois bien t'avouer que je suis partagé. Parce que je ne suis pas contre l'innovation, mais par contre, quand tu t'en parlais tantôt, tout au début du podcast, quand je t'ai demandé à quoi tu t'attendais quand tu allais boire une trappiste, j'aime quand même cette idée d'avoir cette bière réconfortante. Moi, Mais tout à fait, hein, tout à fait. Maintenant, c'est bien aussi de pouvoir dépoussiérer un peu une catégorie. Oui. Puisque trappiste n'est pas un style en soi, hein, c'est vraiment une catégorie comme on pourrait donner la couleur ou le taux d'alcool à une bière. Et donc c'était chouette d'avoir une alternative pour le public, je veux dire, qui aime plutôt les styles un peu plus modernes que d'avoir des styles classiques triple, double, quadruple. J'entends. Mais la trappe commence à faire aussi des petites choses sympas, t'en parleras juste après. On va en parler juste après, mais d'abord, je pense que tu vas. On vérifie d'abord, parce qu'on a rien oublié. On peut vérifier, mais alors j'ai été un petit peu, comment dire, j'ai déjà un peu triché sur le temps que tu parlais. Je suis déjà passé à une à la suite. Je crois qu'on a tout dit, mais on a juste zappé Hackle. On en a parlé. Avant dans l'épisode, mais qui n'est plus, qui n'a plus le logo, mais qui a toujours son entrée à l'association Trappiste internationale. Oui. Alors, mon cher Laurent, est-ce que tu nous parlerais éventuellement des ingrédients C'est l'instant Zito. C'est l'instant Zito. Je crois qu'on peut dire des ingrédients les plus importants de la bière, hein, puisque. À ton avis, c'est quoi l'ingrédient qui est le plus présent dans la bière? L'amour. L'amour, oui, ça c'est sûr, à 200%. Alors, il y a quand même un petit peu l'eau. Un petit peu d'eau, exactement. Un tout petit peu. Hein. Donc, au niveau de la bière, vous le savez, j'imagine que beaucoup de gens le savent en tout cas, que l'eau entre en grande proportion dans la composition de la bière. Donc il faut savoir quand même que ça représente 93% de la composition de la bière. C'est quand même assez fabuleux. Est-ce que tu as une idée de plus ou moins combien, à l'heure actuelle, avec une installation normale, classique, combien faut-il de litres d'eau pour produire 1 litre de bière? Alors le vrai problème, c'est que la moyenne, je mettrais aux alentours d'une petite dizaine de litres. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des grandes brasseries qui utilisent
beaucoup moins de litres parce qu'ils ont l'opportunité d'avoir des systèmes qui On rentabilisent. parle d'une brasserie classique. Oui, une dizaine de litres. Ouais, on va dire entre 6 et 9 litres. Ouais. Ça, actuellement, c'est ce qu'on permet de faire. Et bien sûr, en dessous de 6 litres, c'est pour les gros groupes industriels. Maintenant, petit challenge. Oula. Tu sais bien que je ne suis pas fort. À ton avis, en comptant tout le circuit nécessaire aux ingrédients pour faire la bière, combien de litres d'eau pour 1 litre de bière? Donc pas juste pour le brassin. Moi, Si on doit compter l'eau utilisée pour faire pousser l'orge, ah oui. pour nettoyer les Ouais, machines. là, je suis incapable de le dire. J'ai peut-être dû le voir, mais je te dis, je suis pas capable de retenir. Alors, pour l'arrosage, la production et le nettoyage, tout compris, on tourne à l'heure actuelle plus ou moins à 25 litres d'eau pour fabriquer 1 litre de bière. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est super important de vraiment pouvoir avoir des circuits de réutilisation d'eau, comme certaines brasseries ont pour refroidir et ce genre de choses. Oui. Car là, l'eau n'est pas juste purement utilisée et puis jetée. C'est ça. Bon, Ça, après, c'est assez intéressant. après, je suppose qu'au niveau arrosage, on a fait certainement des progrès, mais là, on est quand même, je suppose, limité. On doit bien. Enfin, il n'y a pas de moyen de détourner. Quand il faut arroser, quoi. Quand il faut arroser. Pareil pour le nettoyage, c'est l'étape la plus importante au niveau du brassage. Alors, Kevin de chez Optimal, Haute-Salut, tu nous avais dit. 80% du temps de brasseur, c'est le nettoyage, donc voilà. Il faut nettoyer. Et à ton avis, au-delà de la proportion de volume d'eau utilisée pour faire de la bière, quelle est vraiment l'importance de l'eau dans la bière? Ben, sinon, je ne pourrais pas justifier ma consommation de Mais bière. qu'est-ce qui est vraiment très important dans l'eau Dans l'eau. pour la bière, pour avoir une bonne bière? Je ne sais pas vers où tu vas, je dois bien te l'avouer. Alors, ce qui est vraiment très intéressant dans l'eau, c'est tout ce qu'on appelle les sels minéraux, toute la D'accord. composition de l'eau. Et donc, du coup, en fonction des types d'eau que tu vas pouvoir plus te diriger vers un style de bière ou plutôt vers un autre. C'est pour ça que d'ailleurs, historiquement, les brasseries se sont souvent installées près d'une eau de source ou près d'un point d'eau, un fleuve, une rivière ou autre, pour pouvoir utiliser cette eau. D'ailleurs, La Pils, déjà. la Pils, hein, déjà, oui, tout Ouais. à fait. La Gauze aussi. Et surtout, plus connue chez nous, dans le thème du jour, l'abbaye de Rochefort. Oui, qui a sa propre C'est source. ça, qui a d'ailleurs fait une pétition pour pouvoir protéger sa source, Oui. car au niveau de la carrière, il voulait creuser un peu plus loin, donc ça aurait modifié le profil de l'eau, C'est ça. et donc ça aurait fatalement modifié la recette de la bière, puisque quand tu fais une recette de bière, les sels minéraux, c'est aussi une grosse partie de ce qui va faire que tu vas avoir certains goûts Oui. dans ta bière. D'ailleurs, on parlait de Pils tout à l'heure. On ne fait pas la Pils avec la même eau qu'on fait un Stout ou. Tout à Ou fait. un porteur. Et d'ailleurs, pour ça, et aussi de manière historique, la production de bière est aussi géographique. Donc c'est aussi pour ça que chez nous, on a eu des bières fortes et souvent foncées de base, parce qu'on avait une eau un peu plus dure, plus chargée, que en Tchéquie, Pilsen, l'eau est très très douce. Et Oui. donc ça leur permettait de facilement faire de la Pils. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau de source n'est pas forcément la meilleure eau pour faire de la bière, parce que tu dépendras évidemment de ce que l'eau de source te donne, d'autant plus qu'elle ne sera pas toujours régulière, en fonction de l'évolution du temps, de la météo, etc., des mouvements du sol, ce genre de choses. Oui. La plupart des brasseries utilisent d'ailleurs l'eau de ville actuellement, Oui. parce qu'elle est déjà modifiée, etc. Et puis les techniques actuelles permettent de modifier elles-mêmes leur profil de l'euro. Donc C'est généralement, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont remettre l'euro à 0. Oui. Et ensuite, elles vont rajouter les sels minéraux plic-ploc dedans en fonction des recettes. Parce que l'eau de distribution, par exemple, est chlorée. Donc il faut traiter aussi.
Oui, il faut traiter maintenant. Quand tu brasses à la maison chez toi, il n'y a pas de pas de souci. L'ébullition enlève déjà une grosse partie de tout ça. Mais au niveau des profils d'eau, par exemple, en fonction, voilà, ici j'ai un tableau devant moi, en fonction des profils d'eau, tu vas plus aller te diriger vers l'un ou l'autre style de bière. Oui. Voilà, ça c'était pour la petit tips encore peut-être avant d'arriver à la fin du volet sur l'eau. Dis-moi. En Belgique, pour les brasseurs amateurs, il vous suffit simplement d'aller sur le site de la SWDE pour obtenir votre profil d'eau. Donc simplement en encodant votre adresse sur le site de la SWDE, vous tombez sur un petit graphique qui vous indique toute la quantité de sels minéraux présente dans votre eau et ainsi que son pH. Donc ça vous permet de pouvoir la modifier si nécessaire en fonction des styles de bière que vous voulez faire à la maison. Oui. Donc c'est assez important pour les brasseurs amateurs qui veulent passer un palier de qualité pour leur bière. Ok. Voilà. J'en ai fini avec le volet sur l'eau. C'était le chapitre sur l'eau. C'était le chapitre Zito. Je te remercie pour toutes ces infos-là. Je te propose de passer à mes petites brèves qui vont tourner tout autour des trappistes. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas la deuxième bière? C'est comme tu veux. J'avais prévu l'ouverture juste après, mais vas-y. Si tu veux, je te brusque pas. On va achever tranquillement notre petite Westmalle. Mais si tu veux sortir déjà la bière sur le temps que je commence à dire les petites brèves, c'est vraiment comme tu le veux. Donc, dans mes petites brèves, j'avais relevé, on en a déjà parlé un tout petit peu, je t'ai même demandé si tu l'avais goûté, la Cardenia. De mes sources, ils sont en train de faire des travaux pour pouvoir brasser à l'intérieur de l'abbaye, ce qui va permettre d'obtenir ce fameux... le fameux logo, le fameux César. Alors, je ne sais pas si c'est spécialement... quoi que ceci, ça doit faire vendre quand même ce logo-là. Ah ben c'est sûr. Déjà, ça fait vendre plus, et puis en plus, ça va sûrement faire vendre plus cher. Probablement. Et mince. On va devoir encore débourser pour boire. Bon, c'est pour le bien. On boit de l'eau. C'est purement professionnel. Exactement. Ce n'est que ça. Faudrait pas qu'on croie qu'on prend du plaisir non plus. Jamais. Alors, je voudrais parler également, mais t'as raison en fait, il faudrait peut-être introduire celle qu'on va boire, parce que en l'occurrence là, c'est typiquement lié à la prochaine petite brève. On est en train, enfin je dis on, mais c'est surtout Laurent qui est en train d'ouvrir la prochaine trappiste. On vous a donné une petite info tout à l'heure en disant que oh là là, quel professionnel, en disant que ça allait être plus tard dans le podcast. Donc on est bien en train de se servir la Tint Meadow, celle qui est déjà présente depuis un certain temps maintenant, 2018. Alors même chose, elle a été brassée pour les premières fois, elle a été brassée en juillet 2018, mais ils ont obtenu le fameux logo en septembre, donc voilà. Et elle est typiquement liée à ma petite brève. On va avoir en toute logique une nouvelle trappiste, la Tint Meadow blonde, je vais y arriver, à 5%. Et alors je ne l'ai jamais vu passer, apparemment c'est depuis le 5 mars. Tu en as déjà vu Alors non, je pense que pour l'instant la production va être réservée en Angleterre. Il faudra à mon avis quelques mois encore avant qu'on puisse s'en procurer chez nous. Ça arrive chez nous. Ouais, je pense. En plus ils ont eu la bonne idée de sortir de l'Europe. Je sais pas si ça va impacter le transfert. Bon, il y a des chances que ce soit un petit peu plus cher aussi à cause des frais de dédouanement. Ouais. Avant de la décrire, je vais quand même parler de la dernière petite brève. Nous avions déjà fait la connaissance de la première bière trappiste
sans alcool, la trappe Nilis. Tu m'as envoyé cette info très récemment. Ah oui, écoute, cette semaine, un client m'a envoyé une photo D'accord. de la nouvelle trappe blonde sans alcool, un peu type blanche, Oui. un peu type Weiss. Je crois que c'est aussi de l'ordre des 4-5 degrés. Ah non, sans alcool. Oui, 4-5 degrés, ça va pas être possible. Enfin, ou alors il y a mensonge sur l'étiquette. Mais... Non, effectivement. Donc le nom de cette Epos. C'est bien ça, oui. Et donc je soupçonne un peu d'épeautre. Je n'en ai aucune idée. Je te dis, moi, je ne l'avais pas vu passer. C'est vraiment toi qui m'as fourni l'info. Alors, je vais être honnête avec toi. Je me réjouis de la goûter parce que je vais être totalement honnête. Je n'ai vraiment pas apprécié la Nilis. C'était assez particulier. Et puis, c'est vrai que quand tu t'imagines boire une trappiste brune, c'est ça, sans alcool, ça d'office, je pense que ton cerveau te dit que c'est pas ok. Maintenant, voilà, à regoûter, à aller voir plus loin. Alors peut-être que, moi je me suis fait probablement de faux espoirs, je ne sais pas. Je m'attendais à quelque chose de entre guillemets relativement gourmand. J'ai trouvé ça flotteux à queue et voilà, j'étais un peu déçu. Alors peut-être que je devrais regoûter, mais c'est vrai que sur le moment, ça n'avait pas été ma meilleure dégustation de l'année. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'une bière brune, déjà visuellement, ton cerveau te dit qu'il va avoir de la matière. Peut-être, oui. Et puis du coup, tu tombes sur quelque chose de très aqueux, très light. Ouais. Et donc, je pense que ça donne cet effet. Écoute, je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je regoute. Faut pas rester sur une mauvaise expérience, mais là en l'occurrence. Le prochain épisode sur les sans alcool. Ouais, pas tout le temps. C'est tout maintenant. Du coup, tu m'as dit j'aurais bien fait un sans alcool aujourd'hui. Donc. Oui, mais ça c'est peut-être par rapport à une expérience. J'ai peut-être un peu fêté encore hier, mais soit. On va passer à un autre. Changeons de sujet. Ne dévoilons pas tout. Donc voilà, on a terminé pour les petites brèves que j'avais relevées. Est-ce qu'on ne sentirait pas cette petite bière avant que tout le nez soit parti? Voilà. C'est quand même bien typique de chez eux. Tout à fait. On est quand même bien dans le chocolat là, chocolat café. Un peu fruits secs aussi. Ouais. Je sais pas. J'ai vraiment ce nez de chocolat café, moi qui revient. Et puis un petit côté noisette aussi. D'accord, ok. Je remets au nez. Ouais, t'as raison. Ben oui, le café et le chocolat prennent le dessus. Ouais. Très agréable au nez. Alors, visuel, voilà, bière brune, des flaques à joues quand tu regardes. C'est ça, exactement. Alors ici, on a la chance d'avoir une bonne lumière bien intense, oui. C'est acajou, oui. C'est vraiment le bon terme. Alors la mousse, par contre, elle est légèrement brune. Camel. Un peu couleur camel. Oh là 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 là. Pas caramel. non. Camel. Écoute, tu viens de me sortir une nouvelle palette. J'essayerai de la ressortir, tiens, ça. Et je te mentionnerai si... Écoute, copyright. Mais je vais devoir payer. T'es sûr que c'est toi, ça vient de toi, t'es sûr? Camel. Ok. Bon. Ouais, quand tu remues un petit peu, maintenant ça fait déjà 4-5 minutes que tu l'as versé, je ne sais plus exactement combien, mais c'est vrai que le côté fruité ressort un peu quand tu... Tu peux même aller chercher un petit côté raisin sec. Ouais, j'allais dire figue, un truc dans le genre. Bah écoute, c'est bien beau de la sentir, mais est-ce qu'on la goûte? Goûtons, hein. Goûtons. Santé. Allez, santé à vous. Alors,
Je suis content de la regoûter, pour te dire la vérité, parce que je l'avais dégusté à sa sortie. C'était pas ma préférée, mais là, je suis en train de me réconcilier avec. Je l'avais trouvé relativement torréfié à sa sortie, mais c'était peut-être moi. La recette n'a probablement pas changé depuis, mais et ici, ce qu'on évoquait avec le côté un peu fruité, je trouve il sort bien en bouche aussi. Il sort bien avec une petite amertume sèche en fin de bouche. C'est très agréable et ça reste frais. Oui. On a 7,4 en degrés d'alcool. Mais donc ça reste assez agréable. Par contre, légèrement pétillant. Il n'y a quasi pas de pétillance, à l'instar des bières plutôt anglaises. Ça reste très faible en carbonatation. Oui. Ben, vraiment, je suis content de l'avoir regoûté. Mais il y a l'amertume. Pour moi, c'est l'amertume de la torréfaction. Tu vois, c'est pas spécialement. Enfin, pour moi, c'est pas spécialement amené par le houblon. J'ai vraiment l'impression que c'est cette amertume café. Tu fais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, dû au grain qui a été torréfié. Oui. Bah écoute, chouette aussi. Si tu fais choisir entre la Westmalle et la Tin Mido, tu vas vers quoi toi? Je reste team Belgique. Alors tu l'as déjà dit tout à J'aime l'heure. plutôt plus la fraîcheur et la pétillance, donc ouais, clairement les brunes c'est pas mon dada. Par contre j'adore les stouts, mais voilà. Donc c'est pas du tout le côté torréfié qui m'embête. Oui. C'est une question de goût. Voilà. Si je dois choisir, ce sera plus la Westmalle. D'accord. Est-ce que tu savais, j'ai relevé ça sur internet, la police de l'étiquette, enfin de l'écriture sur l'étiquette a été créée exprès pour cette bière-là. Et le M de Mido fait apparemment référence à la façade de l'abbaye, où il y a des fenêtres mises un petit peu comme ça, avec cette forme-là, quoi. Je vous invite à aller voir sur internet. Vous devriez normalement trouver assez facilement le lien entre ça. Et si tu mets la bouteille à l'envers, bon là il y a encore un peu dedans donc on va pas le faire. Mais est-ce que tu trouves pas que le M de Mido ressemble plus aussi au W de Westmalle? Alors oui, la pointe va dans l'autre sens, mais c'est vrai que c'est un peu le même. On est un peu sur le même genre de typo quand même. Ouais, c'est vrai. Là, si on prend les deux E, ils sont quasi juste la petite barre là qui revient. Ouais. Et alors le dessous de l'étiquette est assez typique aussi, parce que apparemment c'est le décès du paysage de l'abbaye, et elle est spécialement découpée pour la bouteille, donc ça en fait encore une particularité en plus, et même la forme de la bouteille. Ouais, c'est un bel objet. Oui, c'est vrai. Ils ont vraiment travaillé le côté esthétique de la bouteille, la présentation, donc c'est chouette aussi. Alors je vais la retourner vers la caméra, parce qu'on la contemple. Je ne sais pas vers où on va. Voilà. Je reprends mes notes, mais je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose par rapport ou aux bières ou aux trappistes en règle générale. Non, je dirais juste que les trappistes c'est pas juste de bières fortes et de bières lourdes. Faut pas hésiter à goûter toutes les trappistes qui existent. Ouais. Trappiste finalement c'est pas un style de bière, c'est tout ça qu'il faut retenir. Ouais. C'est jamais une caractéristique d'une bière comme elle est la couleur ou le taux d'alcool. Donc voilà, n'hésitez pas à regoûter, puisque finalement c'est aussi notre histoire en Belgique, c'est aussi notre passé brassicole. Et je pense qu'aujourd'hui parfois on a tendance à, en tout cas pour les vrais les vrais amateurs, parce qu'on est tous un peu amateurs, il n'y a pas de faux amateurs, mais tous les personnes un peu plus averties
ont tendance parfois à oublier ce monde de bière trappiste, de bière d'abbaye, et de le considérer un peu moins, alors que finalement, tout notre passé brassicole se base là-dessus. Oui, et puis il y en a, tu le disais il y a quelques secondes, il y en a un peu pour tous les goûts aussi. Un peu moins que maintenant Spencer a disparu malheureusement, mais voilà, chez la trappe, tu peux retrouver aussi des trucs un peu plus soft que des triples ou des doubles. Oui, mais enfin, tu vois, on parlait de l'extra ici à Westmalle. Oui, la chimée dorée. La chimée dorée, exactement. J'allais la citer aussi. Il y a quand même moyen de moyenner. moyenner, oui. Bon, après, je dois bien avouer que la verte chez Chimay, celle-là, par contre, elle fait mal au cerveau. Parce qu'elle elle est forte. Hein. Je joue mon joker. Évidemment. Quand il faut se faire mal, monsieur, c'est des bénes. Je dois faire acte de commerce, cher monsieur. D'accord, ok. Et ben voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de nous avoir à nouveau écoutés tous les deux. Je te remercie, Laurent, d'être venu à nouveau présenter cet épisode de La Bière Patrie Déguste à mes côtés. Eh ben, comme d'habitude, ça fut un énorme plaisir d'être là et je te remercie pour l'invitation. Alors, merci à toi. On va pas le cacher, déjà prévu des dates pour des épisodes prochains, donc ça ne s'arrête pas. On va encore se retrouver tout au long de l'année. Ah oui, on va peut-être faire une petite pause pendant les congés. Pendant les congés, ouais, mais on continue cette aventure avec Laurent. Je te remercie. Avec plaisir. Une bonne fin de journée à toi et à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé. Santé.